60% de l'énergie consommée en France est aujourd'hui sous surveillance russe. Sans un seul coup de feu, tout a changé. Imaginez, alors que Paris croit encore maîtriser ses routes énergétiques, Moscou verrouille, dans l'ombre, chaque port stratégique de la Méditerranée. En Libye et en Algérie, la Russie a discrètement pris le contrôle des principaux terminaux, ceux-là même qui acheminent le gaz vital du Maghreb vers l'Hexagone. Résultat ? L'armée française ne peut plus manœuvrer librement en Méditerranée. Désormais, même le Charles de Gaulle ne sort plus sans que Moscou donne tacitement son feu vert. Pendant ce temps, à l'Élysée, l'alerte est montée lentement. Au début, de simples notes confidentielles. Puis, des rapports militaires inquiétants. Mais la vraie gifle est tombée quand une manœuvre navale française s'est retrouvée, pour la première fois, bloquée par la présence russe. L'espace maritime n'est plus neutre. Et la France découvre que ses partenaires européens, loin de la soutenir, ont privilégié leur propre contrat d'énergie bon marché avec Moscou, la laissant s'isoler dans un piège invisible. Ce n'est pas une guerre classique. C'est une prise de contrôle silencieuse, par accord, infrastructure, technologie. Un encerclement progressif qui met en péril le pouvoir d'achat, l'emploi et la sécurité énergétique de chaque Français. À la clé, des milliards d'euros et le statut même de grande puissance. Comment tout ceci a-t-il pu arriver sans résistance ni débat public ? Pour comprendre l'ampleur de cette offensive silencieuse, revenons aux origines de la stratégie russe en Méditerranée. La Méditerranée pour Paris, ce n'est pas juste une mer, c'est un héritage, une forteresse, une source d'énergie. Depuis des décennies, la France considère cette région comme son prolongement naturel, la clé de sa prospérité et de sa sécurité. Il faut se rappeler, c'est par la Méditerranée que transitent les gazoducs stratégiques venus d'Algérie et de Libye, alimentant foyers, usines et marchés européens. Les compagnies françaises dirigeaient tout, logistique, assurance des cargaisons, maintenance des terminaux portuaires. Les ports où s'ancrent les tankers sont, depuis longtemps, organisés à la française. Et jusqu'à récemment, cette stabilité paraissait inébranlable. Les contrats étaient sécurisés pour des décennies, les marges assurées, la parole de Paris suffisait à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble. Pourtant, à force de confiance, on a cessé de surveiller certains détails. Car la Méditerranée, c'est aussi une arène où les équilibres ne tiennent qu'à un fil. Au fil des années, des signaux ont commencé à surgir. Des accords techniques entre Moscou et Tripoli, des projets de modernisation des ports libyens, des discussions à huis clos sur la sécurité maritime. Peu à peu, la présence russe en Algérie s'est renforcée, d'abord discrète, puis de plus en plus visible dans l'appui militaire et technologique. Officiellement, il ne s'agissait que de lutte contre la piraterie, de modernisation, d'entraide. Mais derrière les formules rassurantes, Paris voyait son espace stratégique se rétrécir. Ignorer ces signaux, c'était risquer de perdre bien plus que des contrats. C'était sacrifier des décennies d'influence, des investissements colossaux, et finalement l'autonomie de la France sur ses routes vitales. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme furent les compagnies énergétiques, puis les analystes militaires. Mais le vrai choc est venu lorsque les règles du jeu ont soudain changé, sans bruit. Nouveaux tarifs, nouveaux standards, nécessité de s'aligner sur une architecture décidée ailleurs. Alors, comment ces évolutions discrètes sont-elles devenues un véritable encerclement stratégique ? Un soir, alors que Paris débat et que les experts alignent les analyses à la télévision, la flotte russe s'installe discrètement sur les côtes libyennes. Simultanément, un réseau de surveillance maritime se met en marche. C'est invisible, presque silencieux, mais dès ce moment, chaque mouvement d'un navire français, chaque cargaison de gaz ou de pétrole quittant l'Afrique du Nord, se retrouve sous l'œil attentif de Moscou. Les systèmes russes, officiellement installés pour garantir la stabilité régionale et lutter contre les trafics illégaux, couvrent désormais les principaux points de passage vers l'Europe. Rapidement, une réalité s'impose. Tout transit commercial, qu'il s'agisse de gaz, de pétrole ou même de simples marchandises, doit désormais être signalé, inspecté, surveillé.
Jusqu'à 60% du gaz acheminé vers la France traverse ces zones sous contrôle ou supervision russe. Techniquement, il n'y a pas d'embargo, pas de blocus. Mais les retards s'accumulent, des surcoûts surgissent, des renégociations deviennent inévitables. Pour les entreprises françaises, c'est la douche froide. Des contrats signés pour 20 ans peuvent être remis en cause, en quelques semaines à peine. À chaque nouvelle exigence technique ou vérification de sécurité, Paris comprend que la France ne maîtrise plus son propre calendrier énergétique. Et puis, il y a les signaux que Paris refuse de voir. Au début, on minimise, on parle de simple coopération russo-libyenne ou de mesures de protection contre la piraterie. Mais lorsque la marine française tente de mener une manœuvre dans la zone, elle se heurte à un contrôle imprévu, presque humiliant. Les navires sont sommés de s'identifier, leur plan de route examiné, sous prétexte de sécurité régionale. C'est le choc. La Ve République, puissance méditerranéenne depuis des siècles, doit soudain demander la permission pour circuler sur ses propres routes stratégiques. En coulisses, l'inquiétude gagne les grands groupes énergétiques. Total, Engie et d'autres commencent à recalculer leurs marges, à budgétiser des millions d'euros de pertes. Le coût du transport s'envole, les assurances imposent de nouveaux tarifs, et certains acheteurs européens profitent de la situation pour renégocier à la baisse. Au final, ce sont les consommateurs français qui perdent la facture, via une hausse soudaine du prix du gaz, de l'essence, de l'électricité. Mais ce n'est pas qu'une question d'économie. C'est tout l'espace stratégique français en Méditerranée qui se rétrécit dangereusement. Le risque ? Perdre jusqu'à 15 milliards d'euros et, plus grave encore, laisser la France dépendante des décisions d'une puissance rivale. La souveraineté énergétique, pilier de l'indépendance nationale, vacille. Paris réalise alors qu'il ne s'agit plus seulement de contrats, mais du statut même de la France sur la scène internationale. Face à ce coup de force silencieux, la réaction française est immédiate. L'Élysée convoque un conseil de défense en urgence, Emmanuel Macron hausse le ton et exige des explications de la part de Tripoli et Alger. Mais très vite, Paris découvre qu'elle se cogne à un nouveau mur, l'isolement diplomatique. Les partenaires européens, préoccupés par leurs propres intérêts énergétiques, préfèrent temporiser, certains négociant même directement avec Moscou dans le dos de la France. Comment réagir quand l'unité européenne vole en éclats ? C'est la question brûlante à laquelle Paris va devoir répondre. Aucun missile, aucune déclaration de guerre. Et pourtant la France doit demander la permission pour manœuvrer chez elle. C'est le paradoxe qui hante aujourd'hui les couloirs de l'Élysée. Paris pensait pouvoir compter sur ses alliances, sur la solidarité européenne, sur le poids de ses porte-avions. Mais face à la stratégie discrète de la Russie, aucun de ces leviers ne fonctionne vraiment. Quand la crise a éclaté, le réflexe a été d'activer les mécanismes de défense collective. Pourtant, silence radio à Bruxelles. Les partenaires européens, loin de faire bloc, préfèrent négocier directement avec Moscou, espérant obtenir de meilleurs tarifs, des contrats plus avantageux, ou tout simplement assurer leur propre sécurité énergétique. L'Europe, autrefois si prompte à afficher son unité, se fissure. Chacun protège ses intérêts, même au détriment de la France. Pour beaucoup, c'est une question de pragmatisme. Le marché du gaz ne se partage pas entre amis, et en temps de crise, chacun pour soi. Moscou, elle, affiche un calme implacable. À chaque protestation française, la réponse est la même. Nous n'avons rien imposé. Nous sommes présents sur invitation, dans le respect du droit international. Officiellement, pas d'hostilité, pas d'occupation militaire. Juste des contrats, des partenariats, des investissements dans les infrastructures, ports, pipelines, réseaux énergétiques. En l'espace de quelques années, la Russie a su tisser une toile patiente, méthodique, entre la Syrie, l'Algérie, la Libye, la côte nord-africaine. Ce n'est pas une guerre de canons, c'est une guerre d'influence, où les pipelines remplacent les tanks et où les serveurs informatiques valent plus que les bases militaires. Et c'est bien là le piège invisible. Car plus le temps passe, plus la dépendance s'installe. Les premiers à tirer la sonnette d'alarme, ce sont les grands groupes énergétiques français. Ils anticipent, revoient leurs contrats, cherchent des alternatives via l'Espagne, l'Italie ou du côté du GNL américain. Mais tout cela coûte cher.
Les primes d'assurance explosent, les chaînes logistiques sont chamboulées, et au final, c'est le portefeuille des Français qui trinque. Le litre de carburant, la facture de chauffage, les prix à la pompe, tout grimpe. Ce n'est plus un enjeu de prestige, c'est leur quotidien qui bascule. Pour l'économie française, le statu quo est une hémorragie silencieuse. Chaque jour, des milliards s'évaporent, des pans entiers d'activités deviennent moins compétitifs. Sur le front de l'emploi, les entreprises hésitent, délocalisent, gèlent les embauches. Et dans l'opinion, la colère monte. Comment la France, puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, peut-elle se retrouver ainsi prise au piège? La réalité, c'est que la France découvre les limites de sa puissance, et l'isolement que lui impose la nouvelle donne méditerranéenne. Les alternatives existent, davantage de nucléaire, diversification des fournisseurs, investissement massif dans les infrastructures. Mais transformer la dépendance, cela demande des années et des milliards. Pendant ce temps, la Russie consolide sa position, présence dans les ports, contrôle des flux, influence sur les élites locales. Plus la situation dure, plus elle devient irréversible. Le pire, c'est que l'avenir de la grandeur française se joue maintenant. Chaque jour d'inaction renforce la dépendance, affaiblit le poids de Paris et rend la France vulnérable face aux décisions d'autres capitales. La question n'est plus seulement celle de l'énergie ou de l'emploi, c'est toute la place de la France dans le monde qui vacille. Alors, quelle voie reste-t-il à la France pour sortir de cette nasse invisible? Ce n'est pas une guerre, c'est une course d'endurance, où chaque retard coûte cher. Pour la France, le temps joue contre elle. L'illusion d'un statu quo en Méditerranée s'est effondrée sans bruit, mais les conséquences sont bien réelles. Dépendance énergétique accrue, fragilité économique, perte d'influence. Face à cette nouvelle donne, 3 chemins s'esquissent, chacun porteur de risques et d'espoir. Premier choix, l'escalade militaire. Certains plaident pour une réponse forte, afficher la puissance française, renforcer la présence navale, hausser le ton au sein de l'OTAN. Mais ce réflexe de fermeté comporte un danger évident. Transformer la guerre silencieuse en confrontation ouverte. Un dérapage, et c'est toute la région qui s'embrase, sans garantie de succès pour Paris. Deuxième option, la transformation lente, patiente. Diversifier les approvisionnements, miser sur le GNL américain, s'appuyer sur la Norvège, relancer la filière nucléaire, accélérer les nouveaux corridors énergétiques par l'Espagne et l'Italie. Ces alternatives existent, mais elles demandent des années d'efforts, des dizaines de milliards d'investissements. La transition énergétique et logistique ne se décrète pas du jour au lendemain, surtout lorsque les infrastructures sont déjà contrôlées ou influencées par la Russie. Pendant cette réorganisation, la France reste exposée aux fluctuations de prix, à la menace sur l'emploi dans ses ports et ses industries, et à la pression des marchés mondiaux. Troisième issue, sans doute la plus inconfortable, s'adapter à un nouvel ordre régional. Reconnaître que l'Europe n'est plus un bloc solidaire, que chaque pays protège avant tout ses propres intérêts. Dans ce contexte, pour rester une grande puissance, la France doit revoir sa manière de dialoguer avec ses partenaires, offrir des garanties concrètes, économiques, technologiques, militaires. Il ne suffit plus de parler de valeurs ou d'histoires communes, il faut convaincre par des actes, des projets d'envergure, des alliances de terrain. Le grand enseignement de cette crise, la géopolitique moderne ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans l'ombre, sur les rails, dans les ports, à travers des contrats et des systèmes technologiques. Celui qui maîtrise les infrastructures tient la clé du pouvoir. Un mauvais choix aujourd'hui, et c'est non seulement le portefeuille des Français qui en souffrira, mais aussi la place de la France dans le monde pour des décennies. Alors, qu'attendons-nous? Cette situation n'est pas une fatalité. La vigilance, la pression citoyenne, le débat public seront décisifs pour obliger les décideurs à affronter la réalité et à repenser, en profondeur, notre politique étrangère et énergétique. Car au final, cette histoire n'est pas qu'un combat d'État. C'est aussi une question de vigilance citoyenne. Ce n'est pas qu'une affaire de diplomates. Chaque facture, chaque emploi dépend de cette nouvelle donne. Ce qui se joue en Méditerranée, ce n'est pas un simple bras de fer entre la France et la Russie, c'est le quotidien de chaque Français.
Parce qu'en laissant la Russie s'imposer sans bruit, par des accords discrets, des ports stratégiques et des flux énergétiques sous contrôle, notre autonomie s'effrite silencieusement. C'est notre sécurité énergétique qui vacille, notre économie qui peut subir le contre-coup, notre influence qui s'amenuise. À chaque hausse sur la facture d'électricité, à chaque incertitude sur l'emploi industriel, il y a cette réalité géopolitique, souvent invisible, qui refait surface. Face à cette situation, rester passif, c'est accepter de dépendre des choix des autres. C'est perdre le droit de décider pour soi-même. Mais analyser, s'informer, comprendre les enjeux, c'est le premier pas pour préserver notre souveraineté. Aujourd'hui, la géopolitique ne se joue plus uniquement sur les champs de bataille. Elle se décide dans des bureaux feutrés, à coups de contrats, d'infrastructures et de technologies de contrôle. Ce sont ces nouvelles lignes de front qu'il faut surveiller, car ce qui a commencé par le contrôle des routes énergétiques pourrait, demain, concerner nos données, nos communications, nos ressources stratégiques. L'influence ne s'arrête jamais à une seule frontière. Le plus grand risque, ce serait de détourner le regard, de croire que tout cela ne nous concerne pas. Mais l'histoire avance, parfois sans bruit, et ses conséquences finissent toujours par nous rattraper. Comprendre cette réalité, c'est refuser d'être de simples spectateurs. C'est au contraire devenir acteur de notre destin collectif. Alors, informez-vous, posez des questions, lisez entre les lignes. Parce que la prochaine partie de cette grande partie d'échec mondial se joue déjà, et qu'elle dépendra autant de la vigilance de nos dirigeants que de l'attention de chacun d'entre nous.